Alors c'est vrai que la crise du Covid, la guerre en Ukraine, tout ça a beaucoup secoué les cours des matières premières. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Certains ou d'aucuns pourraient se poser la question, est-ce que le moment est venu d'investir sur les matières premières, lesquelles après ce qui pourrait ressembler quand même à un début de retour au calme? Oui, c'est une bonne question David, parce que c'est vrai que l'année 2022, elle a été quand même particulièrement agitée, hein, elle va rester dans les annales. On a vu des yo-yo dans tous les sens pour l'énergie, le fret, les engrais, les ressources agricoles, les métaux. Ça a été d'ailleurs, si on écoute les experts, comme ceux du cercle Cyclope, vous savez, qui publie chaque année un ouvrage collectif, et là il vient juste de paraître fin mai sur le sujet. Eux considèrent que c'est la pire crise qu'on a eue depuis celle des années 70. Alors c'est vrai que là, actuellement, on est un petit peu dans une phase de retour au calme. L'an dernier, je vous apprends rien en vous disant que c'est bon le gaz hein, qui a été au cœur de la crise de l'énergie avec l'électricité. Hein, pour se remettre les chiffres en tête, c'est quand même électricité et gaz naturel, c'est du plus 150% en moyenne sur 2022 par rapport à 2021. Même niveau pour le charbon en Asie et presque le même niveau pour le charbon en Europe. On était à plus 130 d'une année sur l'autre. Et on a eu aussi les denrées alimentaires. Il y a des petites, on va dire des symboles. Hein. Le prix du beurre en Europe, il a augmenté de plus de 60% sur un an. Le blé, plus de 40%. Et d'ailleurs, il est redevenu l'actualité puisque avec les dernières péripéties de la guerre en Ukraine dans la région de Kherson, on le voit repartir à la hausse. Donc, ça reste tendu. On est dans une phase de retour au calme, mais effectivement, ça reste tendu. Calme précaire. Quelles sont les perspectives, Laurent, pour 2023 sur les matières premières? D'après Cyclope, qui comme Alors, fait office voilà. de Alors Bible ou de déjà, c'est vrai que référence. si on écoute les experts, comme ceux du cercle Cyclope, eux, ils disent que, a priori, ça va, effectivement, on est dans une année de baisse. C'est-à-dire qu'ils évaluent, alors, ils mettent de côté le gaz naturel, le fer et l'acier, mais ils disent qu'en gros, tout l'univers des grandes matières premières, au niveau mondial, on va être sur un recul de moins 15% par rapport à 2022. Un peu moins si on exclut le pétrole et les métaux précieux. Bon, mais ils reconnaissent tout de suite que aussi, les cours sont sujets à variation. Alors c'est vrai que pour l'énergie et les métaux, ça va beaucoup dépendre de la croissance et des tensions géopolitiques, parce que vous savez comme moi, David, et vous en avez parlé, que la crise énergétique n'est pas terminée. On voit bien l'accord du 4 juin de l'OPEP+, et vise à limiter la production de pétrole pour justement ne pas, contrer la baisse des cours de l'or noir. Puis il y a aussi derrière tous les enjeux de la transition énergétique, et là ça va pousser, ça va mettre la pression sur le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite, les terres rares, le cuivre et tous les autres métaux, en gros, qu'on appelle critiques, c'est-à-dire ces métaux utiles pour la transition énergétique et l'économie en général. Puis alors, il y a aussi les ressources agricoles, et là, il y a le problème du dérèglement climatique, hein, avec des sécheresses, des incendies, des inondations, et en plus, des cours qui peuvent aussi monter pour les ressources agricoles parce que ça peut dans certains cas être une source d'énergie. Si vous prenez par exemple la canne sucrière brésilienne, hein, qu'on peut transformer en méthanol, ou alors il y a aussi un autre élément qui source de pression, c'est que par exemple vous avez des pays qui sont tentés par le repli sur soi, notamment l'Inde, qui vient d'interdire l'exportation des brisures de riz, c'est tout ce qui alimentait notamment le cheptel chinois, donc ça n'est pas sans conséquence. Bon, du coup, est-ce que c'est pas un peu le calme, mais avant une possible nouvelle tempête? Oui, alors c'est d'ailleurs en tout cas ce que disent les experts du cercle Cyclope. Eux pensent qu'effectivement on est vraiment dans une phase de repli et de retour au calme, parce que bon, on est quand même effectivement revenu souvent en dessous des niveaux qui étaient ceux de 2020, ceux qui étaient antérieurs à tous les pics d'inflation qu'on a eu en 2022, mais eux ne pensent pas qu'on va voir tous ces cours redescendre de façon durable, au moins en dessous des niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine. Alors, bien sûr, parce que il y a des guerres, il y a des tensions géopolitiques, il y a des famines, il y a des problèmes climatiques. Voilà, on reste sous tension. Bon, la question qu'on se pose après, c'est est-ce que le moment est venu ou pas d'investir? On va les passer une par une en revue, toutes les matières premières. Après, j'ai toujours un doute sur le fait d'investir de manière éthique et philosophique, d'investir dans des matières premières agricoles, puisque c'est ce qui nourrit le reste du monde quand même. Donc, Oui, absolument. D'ailleurs, c'est vraiment un univers très hétéroclite. Alors d'ailleurs, puisque vous parlez notamment des céréales, le prix du blé, par exemple, hein, on sait, il a flambé. Hein, il était à 200 euros la tonne en 2020. En 2022, il est passé à 400 euros au plus haut. Il est retombé à 300 euros au début de l'année 2023. Mais on voit que ça repart. Il y a des tensions, toujours pareil à cause de la guerre en Ukraine. On avait le même problème avec le maïs, hein, qui était la première production ukrainienne, et notamment qui a fait monter le prix des huiles aussi avec le tournesol ukrainien.
Conséquences, bien sûr, sur le lait et les viandes. Alors, compenser, on va dire, cette inflation par les bonnes récoltes, en Amérique du Sud notamment, et puis aussi l'arrêt des achats massifs de blé par la Chine. Mais comme je vous le disais à l'instant, on a l'Inde maintenant qui émet du sien, puisque elle veut empêcher certaines exportations. Donc, ça crée un climat, un panorama global où il reste beaucoup de nuages. Bon, sur les métaux, quels que soient les hors métaux précieux. Hein. Oui, alors en métaux précieux, alors là, effectivement, on est en plein, disons, dans toute la problématique de la reprise économique en général et puis de la transition énergétique. Alors, en fait, il y a eu un pic phénoménal en 2022 et puis on a vu la course inversée parce que pendant des mois, on a craint la récession dans les pays développés et puis on a vu la demande chinoise s'effriter à cause des confinements. Mais on a vu aussi que les sanctions, finalement, n'ont pas empêché l'exportation russe de métaux ou de blé de circuler. Alors, donc, du coup, on a vu les cours baisser, puis remonter au début de l'année en se disant, finalement, on ne va pas y avoir de récession aux États-Unis et en Europe. Et puis, ça a redescendu aussi parce que, finalement, la reprise chinoise n'est pas si bonne que prévu. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Par exemple, vous avez le lithium qui était monté à plus de $800. Il est redescendu à $230 la tonne sur le marché chinois. Mais ça peut n'être que temporaire, parce que là, je vous parle de métaux qui sont décisifs pour tout ce qui est constitué, enfin tout ce qui est pour les batteries. Hein, là, on est sur un marché qui va être probablement multiplié par 4. Vous avez aussi le nickel, parce que le nickel, il va jouer un rôle important pour la génération d'électricité, mais aussi son stockage. Là aussi, grosse trajectoire haussière. On était monté à $28 000 la tonne en un an, enfin l'an dernier, alors qu'on était plutôt parti de 20 000. Bon, en plus, dans le cas du nickel, pour rien arranger, il y a eu, outre les spéculations, il y a eu une fraude massive sur le marché. À un moment donné, on a connu un pic de $38 000. Mais en fait, avec même le cuivre, vous voyez, le cuivre, il est redescendu à 8 000 €. Donc ça a eu après un pic, mais en fait ça reste des niveaux élevés malgré tout. Donc là aussi, on sent des tensions qui vont dépendre du niveau de l'économie mondiale et d'une éventuelle récession ou pas, ou d'une éventuelle reprise modérée. Ça va être très lié à ça. Quid de l'or? On a tapé les $2 000 et puis on est un petit peu redescendu. Hein. Oui, on a reperdu 3% depuis. Alors, malgré tout, l'or gagne encore plus de 8% là, depuis le début de l'année. Donc, ceux qui avaient investi et qui étaient revenus sur l'or fin d'année dernière, ils ont fait finalement un plutôt bon choix. Alors maintenant, on est un peu dans l'entre-deux parce que tout le monde pense que effectivement les banques centrales ont à peu près fait le boulot sur le resserrement monétaire, que les taux d'intérêt vont finir par s'arrêter de monter et en tout cas peut-être baisser après. Bon, l'or, ça rapporte pas de revenus et c'est plutôt avantagé quand les rendements obligataires commencent à reculer. Donc, il y a aussi l'effet dollar, parce que l'or en général profite de l'affaiblissement du dollar et c'est un peu le cas en ce moment. Alors, sur l'or, en tout cas, il y a un autre facteur aussi, c'est que outre le fait que ça a une valeur refuge, un actif tangible, et vous avez le phénomène d'achat par les banques centrales, dont la Chine, qui est le plus gros acheteur institutionnel de métal jaune, elle a encore racheté quasiment, plus de 7 milliards de dollars sur un an à fin avril. Ça aussi, ça soutient. Alors là, le problème pour l'or, c'est qu'on est à des niveaux très élevés. C'est bien pour ceux qui en ont, qui sont arrivés il y a longtemps. Pour y rentrer maintenant, c'est plus dur. Vous achetez au plus haut. Ouais. On n'achètera pas le pétrole au plus haut, en revanche, puisque le pétrole est à $75 le baril. On fait quoi là-dessus? Alors là, effectivement, on avait moins 12 depuis le début janvier, mais on a eu un rebond de 5% là depuis le 4 juin, à cause effectivement de cette pression sur l'offre par le cartel de l'OPEP+, et cet accord de production. En deux mots, il y avait un accord pour limiter la production jusqu'à la fin de l'année, et en fait, ils l'ont reconduit jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc ça va soutenir bien sûr normalement les cours. Et puis ça va là aussi dépendre du niveau de la reprise chinoise et de ce qui va se passer après, récession ou pas, dans les pays occidentaux. En tout cas, ils ont l'air de vouloir agir de façon coordonnée du côté de l'OPEP+. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les cours du pétrole. Ça va rester là aussi tendu. Qu'est-ce qu'on se dit pour le particulier, pour l'épargnant qui souhaite éventuellement investir sur des matières premières, quelles qu'elles soient? C'est pas facile non plus. On y va en direct, avec des contrats futurs. C'est pas simple. On y va via de la gestion collective. Nous, David, on pense que, comme vous le disiez, déjà, c'est assez spéculatif. Et puis, ça demande un suivi attentif. Il y a beaucoup de volatilité. Il faut arbitrer rapidement. Ou alors être carrément sur le long terme. C'est-à-dire que vous achetez de l'or et puis vous le gardez pendant 10 ans. Mais en fait, on considère, nous, au revenu, que ça convient quand même plutôt à des professionnels ou alors à des investisseurs très évertis. Donc, nous, on a plutôt
tendance à conseiller à l'épargnant individuel d'investir à travers des fonds spécialisés. Donc vous avez joué la thématique des ressources naturelles en général. Vous pouvez le faire aussi sur certains fonds indiciels cotés ou pseudo, enfin quasiment indiciels cotés. Alors là, ça peut être sur l'or, ça peut être tout l'univers qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire donc les matières premières avec un indice Bloomberg qui permet de le suivre. Mais nous, on conseille plutôt de le jouer un peu globalement ou encore sur les sous-poches. Et puis de pas céder à la volatilité de court terme. Il y en aura toujours. Donc il y aura toujours des moments où ça va baisser, ça va monter. Il vaut mieux se positionner si on veut jouer ça et avoir un petit peu d'horizon devant soi. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans le Revenu Hebdo, dont on va découvrir la couverture, la une? Ce très beau dossier de la rédaction. On a une interview exclusive de Jacques Attali pour la parution de ce dernier ouvrage, Le Monde mode d'emploi. On a aussi une interview exclusive du président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et vous en avez parlé, donc à propos des mesures sur le logement. Et puis toute notre analyse, et notamment sur la Chine, les analyses macroéconomiques, nos analyses de valeur, et un petit, effectivement aussi, une loupe sur Rémi Cointreau. Voilà donc à lire ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci Laurent. Laurent Saillard, journaliste hebdomadaire. Salut. Merci, au revoir.